Monsieur André Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur représentant les Français établis hors de France et vous êtes membre de la Commission des finances. Et vous travaillez beaucoup sur les sujets économiques, mais en tant que sénateur des Français de l'étranger, bien entendu, vous avez un œil attentif sur ce qui se passe pour les Français qui sont installés dans le monde, dans les différents pays du monde, et notamment sur le sujet qui fait la une de l'actualité des Français de l'étranger, la scolarité, et notamment l'avenir qui est réservé à l'aide à la scolarité. En fait, l'ensemble du budget aide à la scolarité, c'est-à-dire prise en charge plus les bourses, c'est quelques 130 millions d'euros. Et bon, vous le savez, ce gouvernement a décidé de supprimer la prise en charge. Je rappelle que la prise en charge, c'est la gratuité, en fait, pour les 3 classes de lycée, pour tous les parents français ou tous les élèves français, quels que soient les revenus des parents. Donc, il n'y en a plus. Le gouvernement a décidé que la mesure prendrait effet dès la prochaine rentrée, ce qui pose problème à beaucoup de familles budgétairement parce qu'elles n'avaient pas prévu ces montants souvent importants à verser. Bon, c'est ainsi. Donc il y a des réunions de bourse qui font en sorte que, des commissions locales de bourse qui se réunissent et qui font en sorte que on puisse trouver des solutions pour les familles qui sont les plus gênées. Mais la question, c'est l'avenir, puisque ce qui était souhaité, ce qui avait été exprimé par le président de la République lorsqu'il était candidat, c'est qu'il y ait plus de familles qui soient éligibles aux bourses, que même les familles à revenus moyens, disons, soient éligibles aux bourses. Alors, c'est bien. C'est tout à fait louable et je partage ce souci, d'autant plus que on sait que la tendance étant à l'autofinancement, il va falloir des établissements, il va falloir forcément continuer, je le crains, à augmenter les frais de scolarité. Donc ça va être de plus en plus difficile pour les familles. Donc c'est très bien que l'on décide de permettre aux familles à revenus intermédiaires d'avoir accès aux bourses. Le problème, c'est que pour ce faire, si on veut laisser aux familles les plus modestes 100% de remboursement, il faut augmenter l'enveloppe. Et avec l'ensemble des 30 millions économisés par la PEC, si on les avait reportés comme le gouvernement nous l'avait promis, comme plusieurs représentants du gouvernement s'y étaient engagés, y compris, je crois même, le président de la République, eh bien, on pourrait effectivement jouer à ce jeu-là, permettre à ces familles plus aisées, je dirais, enfin d'un revenu moyen en tout cas, d'y accéder. Mais là, du fait qu'il y a 15 millions dans le budget qui ont disparu, donc c'est un redéploiement partiel de l'enveloppe. Absolument, oui. C'est tout à fait ça. Et donc là, on a un vrai problème. Alors, on est en train de travailler. Il y a la Commission nationale des bourses se réunit aujourd'hui même. D'ailleurs, j'y étais, moi, une bonne partie de la journée pour redéfinir les règles, si vous voulez, les critères d'attribution des bourses. Mais c'est un vrai casse-tête parce que ce qu'on craint, c'est qu'on s'oriente pour ouvrir, si vous voulez, l'accès aux bourses à des familles à revenus plus élevés que jusqu'à maintenant. Pour donc ouvrir, eh bien, on serait obligé de limiter les remboursements à 100%. Il y aurait de moins en moins de remboursements à 100% en faveur des familles à faible budget. J'espère être clair dans ce que je suis en train d'exposer, mais c'est ça le souci, si vous voulez. On veut bien ouvrir, mais il ne faudrait pas que ça soit au détriment de ceux qui sont les plus modestes et qui risquent d'être exclus de notre enseignement français. C'est ça le grand danger. Donc vous êtes en train de rechercher une solution pour faire mieux avec moins. Et cette solution devrait advenir, enfin on devrait en connaître l'issue à la fin de l'année, je crois. Alors, si vous voulez, il y a 2 plans. D'abord, j'espère que pendant les discussions budgétaires qui sont en train de s'ouvrir à l'Assemblée et ensuite au Sénat, on obtiendra la récupération des 15 millions qui nous manquent. Ça va être la bataille. Ça sera une vraie réponse, oui. Ça va être la bataille. Oui. Et c'est essentiel. Et on a beaucoup parlé ce matin à la réunion de la
Commission nationale des bourses, il y avait des députés, enfin ou un député en tout cas, de la majorité, et il a été interpellé sur ce plan-là. On compte sur lui aussi pour qu'il joue à ce jeu-là. Alors, premier point, récupérer ces 15 millions. Et puis, deuxièmement, mettre au point, ça c'est difficile. Les représentants de la EFE et ceux de la Direction des Français à l'étranger qui ont travaillé sur la refonte du système ont fait du bon travail intellectuellement, tout ça est cohérent, mais je crains fort que ça amène aux effets négatifs que j'ai soulignés tout à l'heure. Donc, la copie est remise, si vous voulez, sur la table, on réfléchit et on espère que lors de la réunion du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger en décembre, à Paris, avant Noël, une solution... la solution optimale, si vous voulez, ce qui est difficile, la solution optimale sera présentée. En tout cas, donc, je vois que vous êtes tout à fait mobilisé et vigilant sur cette question. Vous suivez également la mise en place, toujours sur le plan scolaire, mais peut-être plutôt cette fois-ci universitaire. Vous suivez la mise en place du plan PITES, Partenariats internationaux triangulaires d'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, je vais essayer de le faire aussi rapidement que possible. L'idée est née lors du Grand Emprunt, si vous voulez, où là, il y avait un concours entre les différentes universités, où les presses, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, qui souhaitaient avoir accès au fonds du Grand Emprunt. Et un des critères, c'était l'internationalisation. Donc, on leur a proposé à ce moment-là, c'est presque, de conclure des partenariats triangulaires. Triangulaires, pourquoi ? Parce que d'une part, il y a donc eux-mêmes, ces universités françaises, où c'est presque constitué de groupes de grandes écoles et d'universités, de s'allier avec un lycée français à l'étranger, plus une université locale étrangère prestigieuse. Donc, l'idée étant de constituer dans l'université étrangère prestigieuse une filière, après le baccalauréat français, passer dans nos lycées français, une filière L1, L2, L3. Donc jusqu'à la licence. Jusqu'à la licence. Avec des passerelles, si les étudiants ont envie de continuer en France dans l'université, ils peuvent le faire, qui seraient bidiplômantes. Ils obtiendraient un diplôme de l'université étrangère et de l'université française. Et l'enseignement aurait lieu dans la langue française, bien entendu, mais aussi dans la langue du pays, et évidemment en anglais si la langue du pays n'est pas l'anglais. Donc ça serait particulièrement attractif pour les enfants scolarisés à l'étranger qui souvent n'ont pas de débouchés après cette scolarité dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Ils ont des débouchés locaux, mais effectivement ils quittent le système français à ce moment-là. En perdant la langue française. Voilà. Et il faut quand même noter qu'il y a quelques 8000 élèves étrangers, j'entends, qui passent le baccalauréat français à l'étranger chaque année. Oui. Il y en a 8000. Donc ça ne concerne pas seulement des Français scolarisés dans le réseau d'enseignement français, mais également des étrangers scolarisés dans ce réseau. Je dirais même que c'est l'objectif prioritaire, si vous voulez. Prioritaire, parce que les familles françaises, en général, ont souvent leur plan, si vous voulez, déjà. Mais c'est ouvert à eux aussi, bien entendu. Mais l'objectif, c'est de garder chez nous, dans notre système, la plus grande partie de ces 8000 bacheliers étrangers qui, chaque année, passent le baccalauréat dans notre système à l'étranger. Alors bien sûr, ce projet fait partie de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, et ça me fait une belle transition vers un autre sujet qui vous passionne, qui est celui de ce qu'on peut appeler la diplomatie économique, de la présence économique de la France à l'étranger. Et Dieu sait que ce sujet est important, alors que notre balance commerciale est lourdement déficitaire, puisque je crois que le déficit dépasse 70 milliards d'euros. Alors vous êtes à l'œuvre dans ce domaine par plusieurs canaux, je dirais, à la fois avec votre casquette de sénateur représentant les Français de l'étranger, mais aussi avec votre casquette de commissaire de la Commission des finances. Alors expliquez-nous un peu les deux fers au feu sur ce sujet.
Oui, bien sûr. Bon, compte tenu de ce qui a été mon métier avant d'arriver au Sénat, compte tenu de ma carrière à l'étranger dans l'entreprise, je suis fortement motivé. Et je suis désolé, voire catastrophé, devant la situation de notre balance commerciale. Hein. Il est clair que la maison brûle, hein, vraiment, et il faut sonner le tocsin, il faut que tout le monde sorte de la tranchée, il faut mobiliser tous les acteurs parce que ça ne va pas. Alors, pourtant, on a des atouts hein, sur l'aéronautique, on arrive à vendre quand même pas mal, mais voilà, il y a des choses qui vont moins bien. On a l'aéronautique, on a nos grandes entreprises, et puis on a des points forts tels que le tourisme ou l'agroalimentaire, par exemple. On va en parler si vous le voulez bien, hein, mais il est clair que on a un problème de productivité, ça n'a échappé à personne, et grâce au ciel, pas à certains membres du nouveau gouvernement qui apparemment sont en train d'en prendre de plus en plus sérieusement conscience. Oui. Alors, si vous voulez, en ce qui concerne moi, je voudrais distinguer la diplomatie économique de notre présence économique à l'étranger. La diplomatie économique, je pense, c'est une excellente chose. Bon, je ferai remarquer, parce que tout le monde le sait, que de plus en plus, nos ambassadeurs, nos diplomates à l'étranger le faisaient naturellement, sans qu'on dise que forcément que ça soit une grande nouveauté. Mais enfin, le fait que ça soit clairement à l'ordre du jour est une chose qui me convient tout à fait. Donc, en ce qui concerne encore une fois cette diplomatie économique, ce que personnellement je souhaite, c'est que le jeu collectif, je dirais, de nos différents opérateurs à l'étranger. Vous savez que nous avons de très nombreux opérateurs à l'étranger. On a les chambres de commerce, on a les services économiques, on a Ubifrance, que j'aurais dû citer tout de suite. On a Atout France pour le tourisme, on a Oseo selon les cas, on a l'AFI, l'agence pour les financements internationaux, etc. On a, j'ai cité Atout France, je crois, on a Sopexa pour l'agroalimentaire, on a les conseillers du commerce extérieur, on a les chambres de commerce, on a plein d'acteurs, et le problème est de les faire travailler ensemble d'une façon organisée, volontariste, en ayant localement, en se fixant des objectifs, en recensant les domaines dans lesquels on a des marges de progrès importantes, si vous voulez, et puis s'organiser dans un plan d'action. Alors que l'ambassadeur, que le chef de poste soit le leader officiel de ce jeu collectif, ça me paraît la moindre des choses. Et ça, c'est une chose que vraiment nous souhaitons voir mettre en place. Alors, vous réfléchissez, vous, en ce moment, sur le sujet de l'agroalimentaire, donc en particulier. Voilà. Alors, je crois que vous n'êtes pas seul dans cette réflexion. À la Commission des finances, vous avez lancé un travail qui s'achèvera, je crois, au début de l'année prochaine, sur la filière agroalimentaire et ses capacités d'exportation à l'étranger. On n'est pas trop mauvais, mais on pourrait être meilleur. C'est ça, en gros, que vous commencez à mesurer. Oui, on peut le dire de cette manière. On n'est pas trop mauvais, on est même bon quand il s'agit en particulier des vins et spiritueux. Mais malheureusement, on n'est pas aussi bon pour le reste, alors que c'est un des domaines dans lesquels, d'évidence, la France a un vrai potentiel, si vous voulez, et devrait en tirer le meilleur parti. Pensez qu'on est les 4e exportateurs aujourd'hui et qu'on s'est fait passer devant les Pays-Bas grâce à leur plateforme, leur logistique, leur plateforme intermodale, etc. Et puis leur qualité de leur gestion aussi. C'est des gens très... Donc vous irez voir peut-être aux Pays-Bas